Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Rassembler sa famille politique, c'est le défi du nouveau patron de l'UMP. Depuis ce matin, Nicolas Sarkozy reçoit et consulte. C'est le défilé rue de Vaugirard et ça coince déjà sur le comité des anciens premiers ministres. Le club des ex n'est pas vraiment du goût d'Alain Juppé et de François Fillon plus virulent. On en parle ce soir dans le décryptage du lundi avec le communicant Thierry Saucé et le spécialiste des sondages Frédéric Dabi tout à l'heure. Des patrons dans les rues, ce n'est pas habituel. Ils étaient entre 4 000 et 8 000 selon les sources à manifester leur colère contre la pression fiscale, les pesanteurs administratives et plus généralement la politique économique du gouvernement. La révolte des cadenas qu'ils ont lancés symbolise une activité entravée. L'analyse à suivre, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. C'est enfin la décrue dans le sud-est de la France après le choc et la stupeur. L'heure est à la solidarité et au grand nettoyage. Et beaucoup d'habitants s'inquiètent de la suite. La répétition de ces très fortes pluies reste la principale angoisse des sinistrés. Les faits dans ce journal. La journée mondiale de lutte contre le sida, si les chiffres montrent une réelle avancée dans ce combat, ils cachent trop souvent une très dure réalité. Cette guerre est donc loin d'être gagnée. On en parle dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Nicolas Sarkozy a très vite enfilé son costume de président de l'UMP. Dès ce matin, il a enchaîné les consultations en recevant d'abord celui qui est devenu incontournable par son score, Bruno Le Maire. D'autres visites ont suivi. Retour sur cette journée avec Paul Bouffard. Pour tenter de rassembler, Nicolas Sarkozy reçoit. Et d'abord son ancien adversaire Bruno Le Maire. Une rencontre amicale. Le député de l'Eure ne veut ni poste ni titre à la direction du parti. Ce n'est pas la même histoire avec le comité d'ex-premiers ministres, voulu par Nicolas Sarkozy. Une tâche qui s'annonce complexe. Les réticences pleuvent, d'abord de la part d'Alain Juppé. Pour le maire de Bordeaux, la seule instance de gouvernance du parti, c'est le bureau politique élu, dont les anciens premiers ministres sont membres de droit. Ce que je souhaite, c'est aider, mais de façon réelle, pas dans un comité de chapeau à plumes qui ne servirait à rien. 14h, c'est au tour de Jean-Pierre Raffarin de sortir de consultation. Lui n'est pas contre, mais il faut attendre pour voir. Il est trop tôt pour faire des commentaires maintenant. J'ai été consulté, j'apprécierai les décisions le moment venu. Merci à vous. Demain 16h, les rendez-vous du président continuent. Cette fois, ce sera François Fillon. L'ancien président de la République devra convaincre son ancien Premier ministre qui laisse entendre qu'il ne rejoindra pas le comité. Voilà, et dans quelques instants, le décryptage du lundi sera consacré en partie à la situation de l'UMP et au défi de son nouveau patron. Mais d'abord, dans l'actualité, les suites du congrès du Front National. Marine Le Pen a été réélue à 100% et sans adversaire dimanche. La présidente du FN compte bien poursuivre sa stratégie de normalisation du parti et le mettre en ordre de marche pour 2017. Les détails avec Louis Sibyl. Une page se tourne au FN. Pas au pupitre, Marine Le Pen était la seule candidate à sa réélection. Mais sur les bancs, le marinisme est désormais partout. C'est la première leçon du congrès d'hier. Les adhérents devaient élire le comité central, le parlement du parti. Et dans le top 10, Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine, arrive en tête et vole la première place à Florian Philippot qui termine 4e. Deuxième leçon, le FN rêve tout haut du pouvoir. Le combat que nous menons, il est entièrement tendu vers un objectif et un seul. Arriver au pouvoir pour le rendre au peuple et redresser notre nation. 2017 est dans toutes les têtes et la gauche comme la droite craignent un 21 avril 2002. Nicolas Sarkozy redoute le rôle d'arbitre du Front National. Madame Le Pen a fait de moi sa cible privilégiée depuis des années. Je n'ai aucune leçon à recevoir de celle qui, en 2012, a donné un fameux coup de main à son ami François Hollande. Pour les socialistes, l'arrivée de Marine Le Pen au second tour serait vécue comme un échec particulièrement cinglant du quinquennat Hollande.
Le premier secrétaire a pris les devants et lance un dispositif anti-FN. Aujourd'hui, le Parti socialiste a décidé d'outiller les militants avec des tracts, des argumentaires qui permettent à la fois de répondre au socle sur la sécurité et l'immigration et à la fois de s'adapter à ce qu'est la réalité du Front National dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, partout sur les territoires pour lutter. Selon un récent sondage, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour de 2017 avec un score avoisinant les 30%. C'est enfin la décrue dans le sud-est de la France. Après le choc et la stupeur, l'heure est à la solidarité et au grand nettoyage. Et beaucoup d'habitants s'inquiètent à présent de la suite. La répétition de ces très fortes pluies reste, bien sûr, la principale angoisse des sinistrés. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Les crues exceptionnelles de ce week-end ont emporté des dizaines de voitures. Les dégâts témoignent de la violence du phénomène. Dans cette commune de l'Aude, l'heure est désormais au grand nettoyage. On a dû tout jeter. Enfin, tout est dehors là. Tout est parti. J'ai pas pu rentrer tellement la porte avait gonflé hier. Donc il a fallu aller chercher une échelle chez le voisin et casser, démonter les volets, casser un carreau et passer par l'étage. Parce que là, on ne pouvait plus rentrer. L'eau est montée de plus de 3 mètres. En un quart d'heure, on a pris une quantité d'eau très importante. On était là, on a essayé donc de réveiller les gens, de prévenir. On a essayé de trouver les propriétaires des voitures. Moins de chance dans le département voisin des Pyrénées-Orientales. Un septuagénaire est décédé hier d'une crise cardiaque. Il tentait de franchir une zone inondée en voiture. Au total, 24 victimes ont péri depuis le début de l'année dans le sud de la France. Ce chiffre rappelle le triste record de 1999 dans la même zone, 35 morts en 3 jours. Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, des milliers de riverains ont pu rentrer chez eux dans la journée. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier sur place. Il a promis aux 2 départements l'état de catastrophe naturelle dès cette semaine. Ce soir, une fillette de 8 ans est toujours portée disparue dans le Var. La Corse est encore soumise à de fortes pluies. Un nouvel épisode d'intempéries est attendu dès jeudi en région PACA. On n'a pas l'habitude de les voir battre le pavé. Les patrons sont dans la rue. Ils étaient entre 4 000 et 8 000 selon les sources à manifester leur colère contre la pression fiscale, les pesanteurs administratives et plus généralement la politique économique du gouvernement. Et on va évoquer ce sujet et d'autres dans le décryptage du lundi 22 h avec nos invités ce soir que je vous présente. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, directeur général adjoint de l'IFOP. Avec nous également ce soir, Thierry Saucé, bonsoir. Bonsoir. Communicant, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et je rappelle, comme tous les lundis, que vous pouvez intervenir sur les différents sujets du décryptage via le hashtag le 22 h. On va commencer, Thierry Saucé, par ce maître mot répété aujourd'hui à l'UMP, présidé par Nicolas Sarkozy. Ce maître mot, c'est rassemblement. Mais quand on voit ce qui se passe, ça va être une bataille, un long chemin apparemment pour ce rassemblement. Oui, mais si vous voulez, on voit très bien tout de même que ça s'est beaucoup décrispé depuis 48 heures. Voilà, il y a eu des critiques sur la campagne. Moi-même, j'ai trouvé qu'il y avait des choses dont on pouvait discuter, que même son score aurait dû normalement être un peu supérieur. Mais voilà, écoutez, 1, il est élu, 2, il a gagné confortablement. Troisièmement, il est légitime à la présidence de l'UMP. L'élection a été incontestable et aujourd'hui, il ouvre les bras. Voilà, avec cette idée, on m'a assez reproché de vouloir tout faire moi-même, d'être l'hyper-président, maintenant je veux faire avec tout le monde. Et en conséquence de quoi? La pression, en quelque sorte, elle est sur les autres maintenant. Hein, parce que c'est bien beau de vouloir dire je veux gagner l'élection présidentielle demain, je m'appelle Alain Juppé, François Fillon ou qui vous voulez, mais en attendant, si vous ne remettez pas un peu d'ordre dans la maison, ça va être plus compliqué de faire une campagne présidentielle. Et en conséquence de quoi? Sarkozy, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est sûr qu'il va remettre un peu d'ordre, de lisibilité et de visibilité à droite. Vous sortez d'une période où tout le monde la connaît ici, où la gauche en déroute, la droite en miettes, ça fait filer Madame Le Pen au milieu. Et donc ce travail-là, il va le faire, et la pression est sur les autres. Il va bien falloir que d'une manière ou d'une autre, il travaille avec lui. Ce sont les 12 travaux d'Hercule, j'allais dire, à l'UMP. Frédéric Dabi, sur cette mission du rassemblement, est-ce que les Français, les sympathisants, ont confiance en Nicolas Sarkozy pour mener ce combat? Alors c'est vrai que c'est relativement paradoxal. Il ouvre les bras, c'est clair, c'est la paix des braves, il reçoit et il leur accompagne lui-même
lui-même ses principaux adversaires, notamment Bruno Le Maire qui a fait ce bon score samedi dernier. Mais c'est vrai que l'idée du rassemblement et de Nicolas Sarkozy dans l'opinion publique ne va pas de soi. C'est quelqu'un qui a toujours été perçu comme clivant, divisant. Sa campagne de 2007, et c'était même à son avantage, il a essayé de faire bouger les lignes. Et quand, dans un sondage IFOP JDD publié hier, on demande qui est-ce qui est le plus capable de rassembler la droite et le centre entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est clairement Alain Juppé, même chez les sympathisants UMP, la base de Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que compte tenu du fait qu'il a gagné, nettement, mais ce n'est pas un sacre, ce n'est pas un blanc-seing total que les adhérents de l'UMP, la base qu'on croyait la plus sarkozyste, lui accorde. Il est forcé de rassembler et de tenir compte des différentes sensibilités de l'UMP et de ses adversaires futurs de la primaire. On va parler des différentes stratégies. Je voulais avoir votre avis, Thierry Saucier, sur ce comité des ex-premiers ministres. Alors, ce n'est pas du goût, clairement, ce n'est pas du goût d'Alain Juppé et encore moins de François Fillon, qui est plus virulent. Il faut dire que ça fait un peu cimetière des éléphants comme idée. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, franchement, je ne suis pas sûr d'ailleurs. C'est une idée neuve de rassembler les anciens premiers ministres. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy les présentait de la meilleure façon pour les séduire. Mais moi, à sa place, j'aurais plutôt dit il y avait un triumvirat avec 3 anciens premiers ministres. Écoutez, on continue avec eux et on y associe d'autres premiers ministres. Mais ça n'est qu'une question de forme. Encore une fois, je suis sûr d'une chose. C'est que remettre de l'ordre à droite, redonner une visibilité, une lisibilité à l'UMP, faire un grand parti du futur, augmenter de 100 000, 200 000 ou 300 000 le nombre de militants, consulter davantage la base, faire le grand remue-ménage de la droite en 2015 pour préparer le grand projet pour l'alternance, ce que Nicolas Sarkozy va faire, ça va être très compliqué pour quiconque de s'opposer à cette logique, à cette puissance, à cette force, sous réserve qu'il y ait des primaires, dans des conditions qui conviennent à tout le monde. La question maintenant, c'est d'éviter toute dissidence. Voilà. Bon. On va parler aussi de l'autre homme, c'est le deuxième dans l'ordre d'arrivée, Jean-Louis Gombault, c'est Bruno Le Maire. Alors, il ne joue pas, parlons de sa stratégie, il ne joue pas, Bruno Le Maire, les divisions. Il ne veut pas, d'ailleurs, il a dit lui-même, des responsabilités au sein de l'UMP, mais il est sur la photo et dès ce matin, on juge que sa campagne a été intelligente et sa stratégie d'après aussi, semble-t-il. Bien oui, parce que d'abord, il a dit qu'il ne se présenterait pas pour la 2017. Donc, il n'est pas considéré par aucun des participants comme une sorte d'adversaire. Il a dit aussi clairement. Pas aussi clairement, peut-être. Il a dit que s'il était élu président de... Ah oui, mais il n'est pas élu. Non, mais quand il a changé les choses. Voilà, mais quand il a dit je suis candidat à la présidence de l'UMP, il a dit qu'on ne pouvait pas être en même temps président de l'UMP. Mais comme il ne l'est pas, ça change un certain nombre de choses. Et donc, en plus, c'est le seul qui s'est, comment on dirait, dévoilé, ou plutôt déclaré, qu'on a appris à connaître au cours de cette campagne. Donc c'est l'homme qui monte. C'est l'homme qui monte, il est jeune, il a 45 ans, donc il a tout le temps devant lui, alors que les autres n'ont quand même plus beaucoup de temps devant eux. Donc il est assez cool dans cette histoire. Il ne prétend donc à aucun poste, simplement il va continuer à développer ses idées et sans doute vont-elles marquer. Mais il n'empêche que quand même sur le comité des ex, c'est pas le comité des ex-ministres, Premier ministre, c'est le comité des ex tout court pour Nicolas Sarkozy. Et c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Et quand Monsieur Juppé, je l'ai entendu dire hier, Habemus Papam, ça ressemblait plutôt à Bienvenue chez les Borgia. Parce qu'en réalité, dans cette histoire, il va y avoir, comme vous avez raison, et personne ne peut résister à la volonté d'union, de rassemblement, etc. Mais quand même, pour eux, Monsieur Sarkozy reste l'homme à abattre. C'est Frédéric Dabi, encore un mot quand même sur Bruno Le Maire. Est-ce qu'il a quelque chose de très précieux qui est le Graal du renouveau? Oui, très clairement. Il a axé toute sa campagne sur cette question du renouveau et il y a une vraie adéquation dans les enquêtes d'opinion entre ce positionnement et la manière dont il est perçu par les Français et par les sympathisants de l'UMP. Il a quand même un peu ouvert la porte à une candidature à la primaire samedi soir lorsqu'il a réuni ses fidèles dans cet hôtel du 14e arrondissement. Il a parlé d'autres renouveaux, d'autres succès. C'est vrai aussi que son renouveau est un angle contre Nicolas Sarkozy et aussi peut-être contre Alain Juppé et François Fillon. Il va incarner cette dynamique et cet axe-là et c'est vrai qu'il a tout intérêt à ne pas apparaître comme le diviseur de l'UMP, le diviseur du nouveau parti de Nicolas Sarkozy, même si entre Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, au-delà de l'échange qui a eu l'air chaleureux ce matin, il y a deux
conception très différente du parti. Bruno Le Maire a dit urbi et orbi, pour reprendre une expression papale, qu'il ne voulait pas toucher à l'UMP, qu'il ne fallait pas le faire, quand Nicolas Sarkozy veut absolument tout changer. Alors, Enfin, oui, Thierry Sausset. La vérité, c'est qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'était une campagne électorale. Et donc, Sarko veut changer le nom. Moi, je dis qu'il ne faut pas le changer. Il cherchait aussi un positionnement. Mais constatons deux choses. Un, il est frais. Il a de la fraîcheur. Il symbolise effectivement une forme de nouveauté et de rénovation. Et deuxièmement, il a fait une très bonne campagne et un score face à un adversaire dont chacun reconnaît qu'il est assez formidable sur le plan de la campagne électorale. Et donc, incontestablement... Il a pris une longueur d'avance sur tous les cadres il a marqué des points. De l'UMP. Incontestablement, il a marqué des points. Et il jouera le jeu, évidemment. Et il joue déjà le jeu. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a bataille des hommes, bataille des concepts et bataille des idées, justement. Est-ce que les idées portées par Bruno Le Maire, et notamment sur l'Europe, Jean-Luc Gombault, est-ce que ce sont les mêmes que les idées portées par Nicolas Sarkozy? Non. Il y avait vraiment une différence importante. Dans la dernière ligne droite, quand même, M. Sarkozy, sur l'affaire de Schengen, sur les pouvoirs de la Commission européenne qui veut, dit-il, diviser par deux. Je ne vois pas exactement ce que ça peut vouloir dire, diviser par deux, mais enfin, en tout cas, il a été très critique à travers la question de l'immigration vis-à-vis de Schengen, alors que Le Maire apparaît vraiment comme l'homme le plus pro-européen de l'ensemble du panel qui nous est présenté, du moins parmi les plus jeunes. Donc effectivement, il y a quand même un certain nombre de différences. Et je ne parle pas des différences sur les questions de société, qui sont également très importantes vis-à-vis de M. Sarkozy. Oui, alors d'une part, c'est vrai qu'il y a des différences, et n'oublions pas, on a tendance à voir l'électorat UMP et l'électorat FN comme des électorats qui se rapprochent, voire des électorats en fusion. Sur la question européenne, il y a des vraies différences. UMP, la base UMP est quand même favorable à la construction européenne, pas comme la base Front National. Même chose pour les questions économiques, c'est sur les questions identitaires qu'il y a maintenant de plus en plus de proximité entre les deux bases. Oui. Mais n'exagérez pas trop ces différences, d'abord entre nous, parce qu'entre Juppé, Fillon, Le Maire et Nicolas Sarkozy, elles sont quand même pas si considérables que ça. Et deuxièmement, je vous rappelle, c'est d'ailleurs un des avantages d'être président de l'UMP pour lui. Il va falloir maintenant construire ce grand projet de l'alternance, consulter les militants, écouter les spécialistes, attendre les experts, probablement le faire voter. Et en conséquence... Et peut-être aussi, on les attend, les idées nouvelles. Vous avez sûrement lu et entendu que justement, il y avait beaucoup de critiques sur le logiciel qui ressemblait à l'ancien logiciel de Nicolas Sarkozy, qu'on attendait un souffle nouveau pour la France de 2017. Mais là, franchement, sur les critiques, moi-même j'en ai fait quelques-unes, mais cette émission impossible. Lui était candidat à la présidence de l'UMP, il fallait parler aux militants. C'est step by step, après on verra, et les journalistes et les Français l'attendaient sur un projet pour la France et la réponse aux questions des Français. Et donc c'était un argumentaire extrêmement compliqué à tenir. Maintenant qu'il est président de l'UMP, ce projet-là, il va le mettre en discussion, et ça va devenir un peu plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas demander des primaires si vous êtes M. Juppé, M. Fillon, pour vous départager pour les présidentielles, et insulter les militants de l'UMP ou du futur parti qui seront consultés sur un projet que vous ne pourrez pas traiter par le mépris. Sinon, alors, oubliez les primaires, dites que c'est la rencontre entre un homme et un peuple et allez au premier tour. À un moment, il faut quand même être un peu responsable et raisonnable. C'était l'équation impossible, Là où je suis moins d'accord avec vous, cher Thierry. Je ne vous en veux pas. Merci. C'est quand même que les Français attendent aussi, surtout Nicolas Sarkozy, sur son bilan, sur un examen sur son quinquennat. Il n'y a pas eu de nostalgie, il n'y a pas eu de satisfaction particulière de la part de l'ensemble des Français, voire d'une partie des sympathisants de droite, sur le retour de Nicolas Sarkozy. Ils l'attendent bien sûr sur le projet, ils l'attendent aussi sur une sorte d'examen de droit d'inventaire de son mandat. Et dernier point, n'oublions pas ce que fait, ce que construit, ce qu'opère la logique de la primaire, où au fur et à mesure, les différents candidats vont avoir besoin de se distinguer les uns les autres. Et là, on va aller voir les nuances. C'est ce qu'on a vu au moment de la primaire socialiste. Et puis vous parlez beaucoup des Français, mais enfin, je vous rappelle que la logique de l'élection présidentielle, c'est rassembler son camp au premier tour et l'élargir au second. Et qu'en plus, vous êtes cette fois-ci, valeur aujourd'hui, avec une Marine Le Pen qui est sans doute au second tour, et le grand challenge, ça va être de rassembler son camp d'abord. Donc vous parlez beaucoup des Français. Le premier problème des hommes politiques de droite et des hommes politiques de gauche, face à cette équation, ça va être d'abord de rassembler leur camp. Vous parlez beaucoup de rassemblement, il y a d'autres critères qui rentrent en compte évidemment pour les Français. Je voudrais qu'on le voit, c'est votre sondage, Frédéric Dabi, sur l'honnêteté des différents
personnalité. On va le voir s'afficher à l'écran et vous allez nous le commenter. Le voici. Oui. Bon, allez-y, Frédéric. C'est auprès de l'ensemble des Français et c'est encore plus fort auprès des sympathisants de droite. Alain Juppé est perçu comme plus honnête que Nicolas Sarkozy. C'est bien sûr très net, mais je nuancerai quand même cet item. Ce n'est pas une dimension majeure dans la construction du candidat et le choix d'un candidat. Les Français attendent avant tout, et là je rejoins ce que disait Thierry Sausset, un projet d'alternance très fort pour les sympathisants de droite qui veulent absolument en finir avec la gauche, mais c'est vrai, n'oublions pas que le retour de Nicolas Sarkozy opère également dans un contexte d'affaires très compliqué pour lui. Il est bien sûr pour l'instant condamné sur rien, mais c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pourrait jouer pendant cette période très longue de la primaire. Depuis le 29 novembre à 20h30, nous sommes rentrés en pré-primaire UMP. On en a pour 18 mois. Il y a deux choses importantes par rapport à ça. Premièrement, c'est sûr que la multiplication des affaires, c'est-à-dire dès qu'on ferme un dossier, on en ouvre un autre, on va fermer Karachi, on va en ouvrir d'autres, et puis on le met en examen pour corruption active, pour une intervention qu'il n'a pas faite et un poste que le type n'a pas eu, enfin bon, tout ça, d'accord. C'est sûr que ça brouille, non, enfin c'est curieux, quoi, mais c'est sûr que ça brouille les images. Sur le sondage, de grâce, publiez-le intégralement, parce que, je veux dire, par rapport à notre débat, vous allez voir que sur des sujets centraux, de la connaissance du monde, de l'action en Europe, de l'énergie, du dynamisme. Regardez, Sarkozy pulvérise ses concurrents. Justement, régler peut-être l'essentiel, c'est la crise dans laquelle nous sommes, la voici. Quasiment égalité. Pardonnez-moi, nous ne parlons pas de la même chose. C'est-à-dire Monsieur Juppé est plus fort que Monsieur Sarkozy auprès des Français. Ah oui, là, c'est la réalité des sondages. Point numéro 2, une image ne s'use que si l'on s'en sert. C'est bien dit. Oui, c'est-à-dire, attendez, ça compte, c'est ce que j'appelle... C'est-à-dire, il n'est pas dans l'arène encore, Alain Juppé? Mais bien sûr que non, attendez, il n'est pas dans l'arène, il ne prend pas de risque, il n'exerce pas de responsabilité, il a une certaine distance. Point numéro 3, si vous m'avez un peu entendu, donc le problème ce sera de rassembler son camp au premier tour pour être au second face à Mme Le Pen, valeur aujourd'hui. Le sondage qui nous intéresse, là, c'est qu'est-ce qui se passe auprès des électeurs de droite. Et de ce point de vue-là, je l'ai bien regardé, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Sauf sur la capacité à... Oui, il n'y a pas photo sur la majorité des items. C'est vrai. Et on verra, ça va évidemment évoluer. Mais on l'a vu, puisque c'était dimanche dernier. Dans l'arène, je parlais d'Alain Juppé et Thierry Sausset. Allez, on va poursuivre avec l'autre sujet dans l'actualité, Jean-Luc Gombault. Ce sont des patrons qui manifestent, sifflets à la bouche et pancartes en main. C'est une scène peu commune à laquelle on a pu assister aujourd'hui. Ils sont exaspérés, disent-ils, par les pesanteurs administratives, les lourdeurs et puis plus généralement par la politique économique du gouvernement. Leurs raisons sont valables. Oui. Alors c'est une autre forme de rassemblement, puisqu'on a beaucoup parlé depuis hier de rassemblement. Alors il n'y avait que 8000 personnes, mais pour des gens qui ne manifestent tous les 20 ans, c'est quand même un succès incontestable, surtout de la CGPME, d'ailleurs, des petites et moyennes entreprises. Ces gens, évidemment, sont révoltés, ils en ont ras-le-bol, c'était clair quand on voyait les slogans. Ils ne reprochent pas au gouvernement la conjoncture économique pour laquelle, vraiment, il n'est pas directement ou totalement responsable, mais surtout, ils lui reprochent de compliquer leurs affaires. Et au centre de cette affaire, évidemment, il y a la question des charges. Alors évidemment, le gouvernement dit, mais j'ai fait le CICE, je vais faire le pacte de responsabilité, les calculs sont très clairs depuis 2010, parce que ça a commencé avec M. Sarkozy, ça n'a pas commencé avec M. Hollande. Les charges sur les entreprises ont augmenté 2010-2014 de l'ordre de 30 milliards et ça baissera 2015, 2016, 2017 de l'ordre de 30 milliards. Au bout du compte, en 2017, on sera revenu à 2014. Charges globales, des charges sociales, mais charges également, vous l'avez souligné tout à l'heure, des charges administratives. Vous prenez l'exemple du CICE, par exemple. Les chiffres montrent que la moitié seulement de l'enveloppe sera utilisée à la fin de l'année parce que la paperasse qu'il faut remplir pour obtenir ce fameux CICE est telle que beaucoup de chefs d'entreprise ne savent plus très bien comment faire. Là-dessus, c'est rajouté le problème du compte épargne-retraite, qui alors là aussi est un problème inextricable pour la plupart des PME. Donc, tout ceci, ce sont des choses... Et la pénibilité. Et le compte pénibilité des retraites. C'est inimaginable. C'est-à-dire ceux qui nous écoutent pourraient quand même essayer de le télécharger sur Internet et de regarder ce qu'on s'apprête
le cas échéant, à imposer aux entreprises. Voilà, il faut suivre exactement les charges que porte le salarié et pendant toute sa carrière. Donc ça devient quelque chose d'absolument inextricable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de pénibilité pour les retraites. Il y a aussi un problème évident de pression fiscale. Jean-Luc Gombault, je voulais vous faire réagir à ceci. C'est notre rapport également à l'impôt. Il y a une vraie, semble-t-il, fiscalophobie. Plus d'un tiers des Français voient l'impôt, plus d'un tiers des Français comme une extorsion de fonds, et une petite majorité estime que c'est un devoir citoyen. C'est quand même un point important et une rupture. Je crois que c'est un de vos confrères, d'ailleurs c'est pas de moi du tout, c'était formidable, un de vos confrères qui a déclaré ça un matin et qui a dit on doit quand même rendre grâce aux socialistes d'une chose, c'est que dorénavant on sait jusqu'où on peut augmenter les impôts en France. C'est-à-dire ils continuent à les augmenter mais ça ne rentre plus. La droite a augmenté à peu près du même niveau. Mais bien sûr, mais attendez, la droite et la gauche, attendez, tout le monde a fait des bêtises. Mais si vous m'écoutez bien, on sait maintenant jusqu'où on peut les augmenter ou pas, puisqu'ils ne rentrent plus. Sur les PME, juste un mot pour compléter ce que vous dites, c'est qu'en plus, la CGPME, qui a normalement comme une organisation responsable essayé de jouer le jeu, ils se sentent un peu cocus en plus. En réalité, par le pouvoir. Et la vraie question, ce que les patrons reprochent, même plus encore que les charges, c'est que ce pouvoir produit de l'incertitude. Ce que demande un chef d'entreprise, c'est donnez-moi des règles claires pour les 2 ou 3 ans qui viennent. C'est bien. Notamment la visibilité fiscale. Bon, là, ils se sont engagés jusqu'en 2017. La visibilité aussi administrative. Et c'est vrai que c'est ça qui manque. Cela dit, s'ils espèrent avoir une visibilité complète dans une crise comme celle que nous vivons, ils se font des illusions. Le problème, c'est plutôt que le gouvernement en rajoute. Parce que la conjoncture est mauvaise, c'est pas de sa faute, mais il complique plus les affaires qu'il ne permet de les résoudre. Machiavel, faites le bien par petites touches et le mal en une seule fois. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites j'augmente la TVA de 2 points et dorénavant, vous les Français ou les entrepreneurs, je vous fous la paix pour 5 ans. Thierry Saucé, merci d'avoir été notre invité. Frédéric Dabi également. Et merci à vous, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Agathe Pécastin. Le sida continue de tuer dans le monde. 1,5 million de morts en 2013. Un constat amer, martelé lors de cette journée mondiale de lutte contre le virus. Si le nombre de décès baisse, celui de séropositifs augmente. En France, près de 8000 nouvelles contaminations sont à déplorer chaque année. On ne guérit pas du VIH-Sida aujourd'hui. Donc oui, il faut continuer absolument à se mobiliser pour arriver un jour à trouver une solution en termes de recherche et pour accompagner les personnes. À partir du 1er juillet 2015, des autotests de dépistage seront disponibles en pharmacie. Marie-Arlette Carlotti pourrait rembourser elle-même ses 500 000 € de frais de campagne. C'est en tout cas la décision de la Commission nationale des comptes pour les municipales 2014. L'ancienne ministre socialiste, candidate malheureuse à la mairie de Marseille, aurait déposé ses comptes rectificatifs au-delà de la date limite. Une faute du cabinet d'experts comptables, selon la députée des Bouches-du-Rhône. Le Conseil européen a choisi son président et il est polonais. Donald Tusk est désormais à la tête de l'institution qui réunit les chefs d'État des 28 membres de l'Union européenne. L'ancien Premier ministre de la Pologne succède à Herman Van Rompuy. Il a désormais 2 ans pour relancer l'économie en Europe. 195 pays représentés, 2 semaines d'échanges et un pacte mondial à conclure. Tout un programme pour cette 20e conférence de l'ONU sur le climat qui débute à Lima. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique. Un défi de taille pour une communauté internationale très partagée sur la question. Il faudra pourtant établir les bases d'un accord 2015 pour limiter à 2 degrés la hausse de la température de la planète. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironise sur la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP et le soutien sans faille de Bernadette Chirac. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec plaisir demain, bien sûr. Et on va clore ce 22h avec un extrait de la chanson pour les victimes d'Ebola, à l'initiative de Bob Geldof et de Carla Bruni. Des artistes français, dont le chanteur Renaud, se sont réunis sous le titre Noël est là. Belle et douce nuit à vous.